Bonjour à tous, donc je suis effectivement Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'Intérieur. J'ai 10 minutes pour vous parler d'un sujet qui occupe en réalité une place assez écrasante de mon activité. La gestion des crises, c'est l'objet de la direction que je dirige, et l'adaptation de notre modèle de sécurité civile aux conséquences du changement climatique est un sujet dont, sans trop exagérer, je pourrais presque dire qu'il m'obsède. D'abord, c'est une réalité quotidienne, aujourd'hui, maintenant. Les conséquences du changement climatique, elles sont d'ores et déjà très perceptibles. Je pourrais multiplier les exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Les saisons feux de forêt, alors on parlera du risque feu de forêt, et c'est celui auquel on pense peut-être le plus spontanément en matière de gestion des crises liées aux conséquences du changement climatique. Même si en réalité la lutte contre l'incendie et contre les feux de forêt représente une part très marginale de l'activité des acteurs du secours. Le risque incendie, c'est 7% de l'activité des sapeurs-pompiers. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Mais enfin, c'est ce qu'on voit peut-être le plus, et ce à quoi on pense le plus spontanément. On a tous en tête la saison feu de forêt 2022, qui a été une saison exceptionnelle par son intensité et son ampleur quand on la rapporte aux moyennes décennales. Elle sort très, très nettement de ces moyennes. Les saisons comme 2022 vont petit à petit devenir la norme. Monsieur Berthaud, tout à l'heure, lors de la table ronde précédente, parlait de la capacité d'anticipation et de vision de Roselyne Bachelot quand elle était ministre de l'Environnement. Je suis heureux d'avoir entendu ça, ayant été moi-même collaborateur de Roselyne Bachelot, et sur ce domaine comme dans beaucoup d'autres, elle a vu juste. Des saisons comme 2022, ça va devenir la norme, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous préparions à gérer des saisons feux de forêt qui commencent de plus en plus tôt, qui finissent de plus en plus tard et qui remontent de plus en plus vers le nord. 2022, par exemple, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, en 2022, plus de 50% des départs de feu ont eu lieu au nord de la Loire. Voilà, donc ça veut dire très concrètement que des départements qui jusque-là pouvaient se sentir peu concernés, voire pas concernés du tout par le risque feu de forêt, ont brutalement réalisé qu'ils étaient concernés et que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques. Je pourrais vous parler longtemps des feux de forêt, je pourrais vous parler encore plus récemment de ce que nous venons de faire dans le Pas-de-Calais, épisode d'inondation majeure. Alors on m'avait dit au début centenale, plutôt millénale maintenant, d'après les dernières estimations. Épisode de crue qui nous a conduit à mobiliser des moyens absolument considérable. Là encore, pour vous donner un ordre de grandeur, ce qu'on a mobilisé en moyens humains et matériels à la suite de l'épisode de crue dans le Nord et le Pas-de-Calais, surtout le Pas-de-Calais au cours des dernières semaines, en traduction financière, ça va représenter à peu près la moitié d'une saison feu de forêt. Voilà. Pour vous donner une estimation. Alors, il ne faut évidemment pas tout analyser à travers le prisme financier, bien entendu, mais ça donne un ordre de grandeur. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la gestion des conséquences du changement climatique vue sous le prisme de la gestion des crises telles que nous les comprenons au sein de ma direction, c'est d'ores et déjà une réalité, mais le piège précisément, c'est de se concentrer sur la gestion de l'immédiat et de garder le nez sur le guidon et de ne pas trouver le temps de réfléchir aux conséquences à long terme durables et structurantes du changement climatique en se projetant un tout petit peu plus loin, si possible, que la prochaine saison feu de forêt. C'est tout le sens de ce que nous avons entrepris comme démarche en lien avec Météo France à partir de l'année 2021. Nous nous sommes organisés pour précisément pour nous obliger, pour dire les choses clairement, à lever le nez du guidon et à nous projeter dans un horizon de temps volontairement lointain pour essayer d'anticiper au maximum les conséquences du changement climatique sur notre modèle de sécurité civile, sur l'organisation de notre modèle de sécurité civile. Nous avons mis pour cela en place une démarche que je trouve assez pertinente et même assez innovante, en réunissant
des groupes de travail très pointus, multi-acteurs, associant à la fois des acteurs du secours et des experts nous permettant d'éclairer et de modéliser l'évolution des changements climatiques, thématique par thématique, nature de risque par nature de risque, en intégrant dans la réflexion les effets, ce qu'on appelle les effets dominos, c'est-à-dire qu'une catastrophe climatique, inondation, incendie, peut avoir des conséquences immédiates en termes de dégâts environnementaux, mais elle peut aussi, par effet domino, entraîner des conséquences beaucoup plus durables si, par exemple, elle porte atteinte à l'intégrité d'infrastructures de télécommunications. C'est-à-dire qu'on rajoute un deuxième étage à la crise qu'il faut évidemment intégrer dans notre modélisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de gérer l'effet immédiat de la crise. Nous savons par ailleurs, alors le travail que nous menons depuis 2021 avec Météo France nous a permis de le confirmer et d'affiner ce constat. Nous savons que la France, qui aujourd'hui d'ores et déjà est un pays soumis à une variété de risques assez élevée, nous sommes en réalité, si on regarde le territoire hexagonal et les outre-mer, nous sommes concernés par à peu près toute la famille des risques naturels. Toutes, sans exception. Et c'est d'ores et déjà le cas aujourd'hui. Et donc nous savons que, de manière parfaitement documentée, modélisée, les risques climatiques extrêmes vont tendanciellement avoir une récurrence de plus en plus forte, remonter vers le nord du pays pour parler de l'Hexagone et conduire à des événements d'ampleur de plus en plus extrêmes. À partir de là, à partir de ce constat que nous sommes donc une fois encore capables aujourd'hui de modéliser, nous avons engagé des travaux qui ont pour objectif ambitieux mais indispensable de voir comment on essaie de faire évoluer notre modèle de sécurité civile pour tenir compte de ces constats et de ces évolutions. Nous avons un modèle de sécurité civile en France qui est, je le dis sans aucun orgueil déplacé, qui est robuste, qui est résilient, qui inspire des organisations dans pas mal d'autres pays. Moi, je passe mon temps à accueillir des délégations étrangères qui viennent regarder comment on est organisé pour gérer notamment les effets des épisodes climatiques majeurs. Nous avons un modèle de sécurité civile qui est singulier, dans le meilleur sens du terme, puisqu'il repose sur la mobilisation d'une très grande variété d'acteurs, qu'il repose sur l'engagement, chacun dans des domaines bien distincts, de l'État et des collectivités locales, qui apportent, comme vous le savez, une contribution majeure au financement des services d'incendie et de secours, qui repose sur la mobilisation simultanée et coordonnée d'acteurs professionnels, et je dirais même ultra-professionnels, et de volontaires. Les gros bataillons de la sécurité civile française, je crois que c'est pas inutile de le rappeler, ce sont des volontaires, des sapeurs-pompiers volontaires, 200 000, et en relais, en complément, les bénévoles, les associations agréées de sécurité civile. Donc c'est à la fois une chance et une force, mais c'est aussi une contrainte, puisque nous sommes tributaires pour faire fonctionner notre modèle de sécurité civile d'une ressource humaine que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire, contrairement au directeur général de la police nationale ou au directeur général de la gendarmerie nationale, qui, eux, emploient plusieurs dizaines de milliers de policiers et de gendarmes, moi, je n'ai pas cette caractéristique-là. Mais, une fois encore, ça fait partie de l'ADN de notre système. Donc tout ça, il faut qu'on en tienne compte et qu'on voit comment adapter notre système à ces évolutions climatiques majeures. Très tranquillement, nous faisons le constat que ces évolutions dont il est question ce matin de manière très, très experte, elles sont porteuses d'une remise en cause vitale de notre système. Car si on ne prend pas dès maintenant des décisions fortes, des décisions lourdes, le risque c'est que notre système se révèle inadapté, plus ou moins vite, pour traiter l'évolution des effets du changement climatique. Et le risque, c'est qu'on arrive, pour reprendre l'expression un peu habituelle dans ce genre de situation, à un phénomène de rupture capacitaire. On n'a plus les moyens de gérer des crises de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et de plus en plus concomitantes.
Là, vous voyez, pour vous donner un exemple, je ne vous parle pas de dans 30 ans ou dans 40 ans, je suis en train d'achever la construction de la manœuvre opérationnelle pour l'été 24, donc demain, pour être en mesure de répondre à ce qui m'est demandé à la fois sur la couverture de l'activité habituelle en matière estivale, feux de forêt, afflux touristique sur certaines parties du territoire, et en parallèle, la réponse en matière de secours liée à l'organisation des Jeux Olympiques. Oui, il y a ça aussi. Hein. Les Jeux Olympiques, ça va être 5 millions de personnes qui vont affluer dans le pays cet été, avec des phénomènes avec des conséquences assez logiques en matière de dispositifs de secours, etc. Il faut que j'intègre ça. Donc ça, c'est demain. Enfin, c'est même aujourd'hui en réalité. Donc, ce que je terminerai, parce que j'ai un chronomètre sous les yeux qui me rappelle à mes obligations. Je terminerai en disant que la grande difficulté de l'exercice, c'est d'arriver en permanence à apporter une réponse efficace pour gérer l'immédiat. L'immédiat, il est déjà très sollicitant pour notre modèle de sécurité civile, tout en étant capable, dans le même temps, de réfléchir à 30, 40 ans, ou 20 ans même, à l'évolution de notre système. Ce qui me rend confiant dans notre capacité collective à y parvenir, c'est précisément tout le travail qu'on mène, notamment avec Météo France, depuis 2 ans maintenant. On a diffusé le fruit des premiers travaux à l'ensemble des acteurs locaux, parce que je rejoins ce qui a été dit il y a quelques minutes, c'est sur le terrain que ça se passe et c'est sur le territoire que la gestion de crise intervient et intervient de manière efficace. Nous avons encore beaucoup de travail, mais nous sommes, en tout cas pour ce qui concerne la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, parfaitement résolus à continuer à avancer pour que notre réponse de sécurité civile continue à être à la hauteur des enjeux. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. J'ai un peu dépassé les 10 minutes, j'en suis désolé. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Julien Marion. En fait, je vous propose on gardera les questions pour la fin et vous restez avec nous pour la suite de la session. Alors. Ah bah. Alors, on va prendre une question. Je dois être à 12h place Beauvau. D'accord. Alors, on va prendre une question pour Julien Marion et après on poursuivra. Je pense Monsieur. Que 2, on peut y arriver. L'heure tourne et. Bonjour et merci de me donner la parole. Donc, je suis géomètre expert. Je travaille sur les problématiques d'aménagement. Alors, ma question peut s'adresser à M. Marion, mais aussi à M. Josse et Mme Schwartz. On parle depuis le début de cette session d'adaptation. On s'adapte. Alors, quand j'ai vu le chiffre de 45 degrés, je me suis quand même posé la question. On va faire un peu de prospective ou d'analyse prédictive. En tout cas, on suit des modèles mathématiques. Moi, ma question est très simple. Est-ce qu'on aura finalement, en 2100, est-ce qu'on peut avoir en 2100, en France, des territoires dans lesquels on ne pourra tout simplement plus vivre? Parce que, oui, 45 degrés, bon, c'est déjà sidérant de réfléchir à cela, mais quand j'ai vu les courbes présentées par Météo France, je me suis affolé. Est-ce qu'on ne sera pas amené à devoir envisager des transferts de population gigantesques? Enfin, est-ce qu'on peut avoir le Sahara en France et du coup repenser notre aménagement de manière radicale? Vous parliez de rupture capacitaire. Donc voilà, ma question c'est est-ce que le pire n'est pas le plus improbable? Alors, je vais risque de vous décevoir parce que je suis absolument pas capable. Vous n'êtes pas prophète, je sais. Je suis pas prophète. J'aurais tendance à m'en tirer par une pirouette en disant que la réponse est entre nos mains et que précisément l'objectif est qu'on puisse continuer à vivre sur la totalité du territoire hexagonal, ultramarin aussi, même si en Outre-mer on a des vrais défis à relever, mais qui sont connus, identifiés, sur lesquels on travaille. Donc je me demandais de me projeter à 2100. Honnêtement, je serais bien mauvais directeur général si je vous apportais là maintenant une réponse claire, nette et affirmative. On va prendre... Voilà, allez-y. Je vais essayer de répondre. Voilà. Peut-être un élément pour éclairer votre question que moi je trouve toujours intéressant pour regarder ces sujets, c'est ce qu'on appelle les analogues climatiques. C'est-à-dire, c'est essayer
de réfléchir à notre futur en comparant le climat que nous aurons avec celui que connaissent déjà aujourd'hui d'autres villes. Et c'est ce qu'on peut faire pour un certain nombre de villes en France à l'horizon 2050 ou 2100. Et on voit que, effectivement, on a des climats qui sont très différents, qui peuvent être, si nous ne faisons pas assez d'efforts d'atténuation, très différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Mais des climats dans lesquels on vit. Des climats qui sont de pays plus au sud de la Méditerranée. Alors, effectivement, avec des pointes de température quand même qui restent ponctuelles, qui peuvent être très élevées. Mais effectivement, des pays ou des villes dans lesquelles on vit différemment de la vie d'aujourd'hui, où les infrastructures sont différentes, où la construction des bâtiments, la construction de la ville, l'organisation des activités, etc., sont très différentes de ce qu'elles sont dans nos pays. Et c'est ce qui permet d'y vivre, je pense, du point de vue des habitants, tout à fait bien. Donc, il faut vraiment pas voir dans notre message du côté de Météo France, mais je pense de tous les acteurs qui sont impliqués dans l'adaptation, une espèce de message catastrophiste qui serait on va plus pouvoir vivre dans nos territoires. Non, le titre de ce colloque, c'est bien comment est-ce qu'on fait ? Parce que, alors, si on n'était pas prudent collectivement, mondialement, en matière d'atténuation, et si on ne fait pas ce qu'il faut en matière d'atténuation, on sait qu'au niveau mondial, il y a des choses auxquelles la population mondiale aura du mal à s'adapter. Il y a des pays dans lesquels il y aura des conséquences, notamment en termes de submersion marine, etc., qui vont au-delà de l'adaptation. Quand on parle de l'Hexagone, comme on l'a fait depuis ce matin, il y a du travail, mais on l'a vu dans la première table ronde, je pense qu'on le verra aussi dans la deuxième, il y a des solutions, et c'est plutôt le fait que, comme l'a dit Julien Marion, la solution est entre nos mains, et donc il faut qu'on se relève les manches et qu'on se prépare pour s'adapter à tout ça. Merci. Une deuxième question rapide, voilà, et puis... Je devrais vous quitter après, malheureusement. Voilà. Oui, bonjour. Vincent Vieux, président de la commission Tourisme, Information, Conseil supérieur à la météorologie et également secouriste bénévole. Au jour d'aujourd'hui, y a-t-il des travaux de recherche d'adaptation des référentiels secourisme en collaboration avec Météo France ? Les référentiels secourisme évoluent en permanence. Et d'ailleurs, si je dois vous quitter dans quelques minutes, c'est précisément pour aller assister à un comité de pilotage sur le secours à personne. Vous voyez, donc j'aurais aimé pouvoir développer ce point dans mon intervention. Quand on parle des conséquences du changement climatique sur l'activité des acteurs du secours, au sens le plus large possible, il faut évidemment parler des conséquences directes du réchauffement climatique, les incendies, submersions, inondations, tremblements de terre, etc., etc. Mais il faut aussi, et j'irais même d'abord peut-être intégrer les conséquences sur l'activité première des acteurs du secours. Je le rappelle tout à l'heure, cette activité, c'est le secours à personne. J'entendais la fin des échanges dans la table ronde précédente avec les effets des canicules, les effets sur la santé publique, avec les pics de décès qu'on a connus en 2003 et qu'on connaît malheureusement à chaque épisode caniculaire significatif. Donc il faut intégrer ça évidemment dans les référentiels qui guident les acteurs du secours dans toute leur diversité d'ailleurs, secouristes des associations agréées de sécurité civile, sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels. Donc ça c'est effectivement, et je vous rassure sur ce point, c'est vraiment un des sujets qu'on a embarqué dans notre réflexion globale dans un contexte que vous connaissez, je ne m'étendrai pas là-dessus, qui est celui d'ores et déjà aujourd'hui, là, pas dans 20 ans, d'une difficulté à organiser de manière parfaitement satisfaisante l'intervention de l'ensemble des acteurs dans le secours de premier niveau. Voilà. Et ça ne va pas s'arranger. Merci.